Et voilà pour ce film de Tristan Thiel, Florange, L'acier trompé, un joli titre. On va en parler avec nos invités. On va parler de cette industrie sidérurgique qui se meurt à petit feu, de la stratégie d'un homme, Lakshmi Mittal, et de son groupe, et puis des marges de manœuvre du gouvernement et de ce double discours, Montebourg, héros. Y a-t-il encore quelque chose à faire pour Florange? Ce sera le thème de ce débat avec nos invités, avec Jean-Marc Todeschini, qui est donc sénateur socialiste de Moselle. Vous étiez pour les nationalisations, vous, pour la nationalisation partielle, pas partielle en tout cas, provisoire de Florange. Dans la mesure où c'était possible, oui, c'est moi qui ai présenté leur preneur éventuel à Arnaud Montebourg, et c'était une des solutions, mais j'y reviendrai tout à l'heure, c'était pas la promesse faite. Et c'est la première fois que vous exprimez depuis cette désillusion qui a été l'annonce par Jean-Marc Ayrault que ça ne se ferait pas. En face de vous, Jean Arthuis, vous êtes sénateur UDI de Mayenne. Merci d'être avec nous. Vous avez été de nombreuses fois secrétaire d'État au ministre et ministre notamment de l'économie et des finances entre 95 et 97. Tristan Thiel, vous êtes le réalisateur. Édouard Martin, le leader emblématique de cette lutte depuis maintenant 18 mois 19 mois. 19 mois pour la CFDT. Et il y a Elie Cohen qui va nous rejoindre et nous apporter un peu ses lumières sur ces dossiers qui sont souvent difficiles. Un mot d'abord sur le film. Et je voudrais qu'on revoie juste une petite image de ce film. C'est notamment quand on apprend, vous apprenez qu'il n'y aura pas de nationalisation de l'usine et qu'un accord est conclu à Matignon. On vient de se consulter entre nous, on a fait un point sur ce qui vient de se passer entre hier soir et aujourd'hui. Moi je tiens à vous dire que on est tous écœurés, on est à bout, on n'en peut plus. Parce que François Hollande est venu nous voir ici, on pensait que c'était une main tendue. On avait l'os jusqu'au cou. Et on a cru comprendre dans son message, je vais vous sauver. Ce qui a été fait depuis hier soir et aujourd'hui, on nous a enfoncé la tête dans l'eau. Ceux qui étaient censés nous aider sont en train de nous assassiner. La trahison continue. L'encre de Matignon n'est pas sèche que le père Mittal vient de nous enfoncer un deuxième coup de poignard. Le premier coup de poignard, c'est Hérault qui nous l'a mis. On va se battre. C'est pas fini. Allez, oh. On a été trahis. Allez. Allez. Il y a de l'émotion, Édouard Martin. Vous vous souvenez de ce moment-là? Oui, je ne pensais pas que vous alliez passer ce passage-là. Oui, mais bon, j'espère que dans ce débat, on va avoir le temps de parler de chiffres, d'économie, parce que c'est pas qu'un combat d'émotion. Effectivement, l'émotion est présente, c'est normal. On a l'impression que l'émotion est des mots forts ou pas être trahison? Oui, mais bien sûr. Mais j'aurai l'occasion de m'expliquer. Mais attendez, je rappelle quand même que, encore une fois, hein, lorsque le combat a pris, entre guillemets, sa plénitude, nous étions en pleine campagne électorale. En tout cas, en ce qui nous concerne, jamais nous avons demandé aux candidats de venir nous voir. C'est eux qui se sont bousculés. C'est eux qui se sont bousculés pour venir. Et ça faisait bien sur la photo de se faire photographier à côté de métallos en lutte pour essayer de sauver l'usine. Et à chaque fois, on le savait qu'ils venaient nous faire des promesses qu'ils ne tiendraient pas. Et c'est pour ça qu'on n'est pas tombé dans le piège. Premièrement, François Hollande, on lui a demandé s'il était président. On va y revenir tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il ferait pour nous sauver? Et deuxièmement, on a fait signer une charte à Jean-Marc Ayrault dans laquelle il s'engage à empêcher Mittal de fermer l'usine. Voilà, donc mais c'est vrai, il faut rappeler, nous étions en campagne. Il n'était que candidat. Bon, mais enfin, des désillusions comme ça dans un combat pendant 19 mois, ça fait mal et c'est souvent que ça arrive. Malheureusement, en Lorraine, ça fait 40 ans que ça dure. Vous êtes le réalisateur, Tristan Thiel, de ce film. Vous avez suivi ce conflit au jour le jour pendant combien de temps? En ce qui concerne Florange, toute l'année. Toute l'année. Voilà, vous étiez tous les jours sur le site avec votre caméra pour voir un petit peu ce qui se passait? Quasiment tous les jours, oui. Comment on le sent respirer, ce conflit? Un conflit comme celui-là, comment on le sent évoluer? Est-ce que, quand on arrive le matin, est-ce que d'entrée de jeu, on sent que ça va pas, qu'il se passe des trucs? Oui, on le sent respirer, évidemment. On essaie toujours aussi de prendre du recul pour essayer de comprendre où peut aller le conflit, etc. Maintenant, quand on est tous les jours là-bas, c'est assez intéressant de voir comment évolue la chose. Et puis Édouard parlait tout à l'heure de toutes ces personnalités politiques qui sont venues un peu courtiser cet électorat-là. Et voilà, c'était ça qui m'intéressait, moi. Bon, et vous êtes devenu un sympathisant de la cause ou vous l'étiez au départ?
quand on est comme ça à On est vivre les mêmes forcément, choses. on a forcément son opinion sur le sujet. Moi, le mien, je pense qu'il transpire dans le film. C'est-à-dire qu'évidemment, je suis sympathisant de la cause, mais c'est pas qu'une sympathie pour ces personnes-là, Édouard, Antoine et les autres. C'est aussi un avis raisonné. Ça fait 4 ou 5 ans que je m'intéresse à l'histoire d'ArcelorMittal, à sa situation en Lorraine, à sa stratégie et aussi au comportement et aux relations qui Et existent vous, entre eux vous et êtes les aussi politiques. un régional de l'Étape, vous les connaissez aussi, c'est une usine qui est pas loin de chez vous qui est, Oui, c'est ça. Moi, je suis de la dans ce région, coin-là. donc je connais cette chose-là. Et bon, c'est en toute objectivité. De mon point de vue, cette usine est rentable et les arguments qui sont développés très souvent par Édouard et les autres sont très souvent justes. Alors, merci beaucoup. Merci pour ce film qui est un joli film. On va en revoir un extrait tout de suite. Et puis, il y a Elie Cohen qui va venir nous rejoindre parce que justement, on va venir parler du fond et de ce qu'il faut comprendre de ce conflit et de la situation de ce groupe Mittal. Mais d'abord, un extrait. On retourne à le jour où tout a commencé, si je puis dire, en tout cas en termes de promesses, quand François Hollande, candidat, est venu vous voir. Êtes-vous prêt à proposer une loi qui dise la chose suivante? Si M. Mittal ne veut plus du site de Florange, libre à lui de le quitter. On ne va pas obliger quelqu'un à garder quelque chose qu'il ne veut plus. Mais êtes-vous prêt à faire voter une loi qui lui interdise de démanteler l'outil et force à nous, pouvoir public, les services territoriaux, les ouvriers, les syndicats, de retrouver un repreneur? Bien, je voulais être parmi vous aujourd'hui. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Je suis conscient de la crainte, l'angoisse qui est la vôtre. Je sais ce que vous espérez, c'est-à-dire que les hauts fourneaux puissent rouvrir Et le fer blanc et que vous fassiez en sorte d'avoir une industrie sidérurgique moderne et d'avenir. Eh bien, si Mittal, je ne le souhaite pas, ne veut plus de vous, oui, je suis prêt parce que je viens ici aussi comme député. Et j'avais déjà pris cet engagement à Gandrange, que nous déposions une proposition de loi qui dirait la chose suivante, et ça vaut pour ici comme pour d'autres sites, quand une grande firme ne veut plus d'une unité de production, mais ne veut pas non plus la céder, nous en ferions obligation pour que des repreneurs viennent et puissent donner une activité supplémentaire. Voilà pour ces images qui, bien sûr, font date maintenant. Merci Elie Cohen de nous avoir rejoints. Un mot avec vous, peut-être Jean Arthuis, sur ce défilé des personnalités. Parce qu'on a beaucoup dit à quel point les promesses qu'avait pu faire Nicolas Sarkozy à Gandrange avaient marqué son quinquennat. Est-ce que là aussi, on a un moment date qui fera date, justement, ce moment clé du passage de François Hollande à Florange? Je crois qu'on mesure ici toute la dérive dans l'art de gouverner, qui a donné une telle place à la médiatisation et à la théâtralisation. Or, on est sur un champ économique, une économie qui s'est globalisée, qui s'est mondialisée, qui a changé la donne et qui a changé aussi les pouvoirs et les prérogatives des États-nations. Vous trouvez qu'on est trop dans l'émotion et passé dans la raison et qu'on est trop loin des chiffres quand on a ce genre de propos? Dans tous les drames d'entreprise confrontés à des problèmes comme ceux de Florange, lorsque l'opération est médiatisée, elle change un peu de nature. On le voit dans un certain nombre de conflits. Et à ce moment-là, le politique intervient et il m'arrive de penser que certaines paroles tenues par les politiques dans de telles circonstances expose le politique à afficher très vite une sorte d'impuissance politique, ce qui est dramatique dans une démocratie. Donc je crois qu'il va falloir que les politiques sortent de ces dérives théâtralisées en quelque sorte. Alors, Jean-Marc pour revenir à la juste mesure et éviter ce qu'on a connu ici. Je mesure ce qu'a pu être la désillusion à un moment donné face des aux paroles et aux engagements. Jean-Marc Todeschini, même question. Est-ce que ces phrases-là vont marquer le quinquennat de François Hollande? Tout d'abord, moi je revis là, sur la sidérurgie à Florange, ce que j'ai vécu. Je suis originaire de Longwy. Toute ma famille était sidérurgiste à Longwy. J'ai connu les années 70, 80 et ce qui s'est passé. Lorsque François Hollande décide de venir
et qu'on le voit là dans le film sur cette camionnette, il se décide la veille au soir très tard, je crois que je préviens Édouard Martin tôt le matin, et il vient. Mais qu'est-ce qu'il promet? Il promet une loi qui porte sur quoi? Sur les hauts fourneaux. Les hauts fourneaux, Mittal ne veut pas rallumer. Cette loi, elle n'a pas été votée, elle a été déposée, elle pose des problèmes juridiques, on y reviendra, mais elle sera, on continuera. Il promet une loi, mais il dit si Mittal veut fermer, je ferai passer une loi, sous-entendu, pour qu'il ne soit pas le cas quand même. C'est comme ça qu'on l'entend aussi. Hein. Pour que s'il y a un repreneur, l'entreprise les hauts fourneaux soient repris. Sur le périmètre des hauts fourneaux, on n'a pas pu voter la loi parce qu'on était en pleine négociation au niveau national, les syndicats négociaient, et un des syndicats a dit si vous votez cette loi-là, alors que ça doit faire partie la de CFDT, la négociation, fameux accord du 11 janvier. Alors que ça doit faire partie de la négociation, on quitte la table des négociations. À partir de là, François Hollande a vu Mittal. Il a dit voilà où on en est. Mittal accepte, sans la loi, de céder les hauts fourneaux. On lui dit, et à juste titre, notamment l'intersyndicale, mais les hauts fourneaux sans la coquerie, c'est sans le poumon et les cœurs, ça ne peut pas fonctionner. François Hollande obtient, y compris dans l'euro symbolique, les deux hauts fourneaux et la coquerie. À partir de là, il y a un repreneur potentiel. Mais au départ, sur ce périmètre-là, ensuite, c'est sur tout le périmètre de Florange. Et ça, jamais François Hollande ne l'a promis. Il faut savoir qu'à Florange, on a 2700 emplois, il y en a 619 ou 629 qui sont concernés par la filière chaude. Il n'y a pas eu de trahison au sens qu'il n'a pas promis qu'il exproprierait Mittal du site de Florange. C'était les hauts fourneaux, l'outil que Mittal ne voulait plus. Partant de là, il y avait effectivement un repreneur sur tout le site. Et je pense qu'on pouvait explorer davantage cette situation-là à l'époque. Le gouvernement a fait des choix. Je reproche au gouvernement la façon dont il a traité à la fois les syndicats et les parlementaires et les élus sur le déroulement. Bon, et c'est pour ça que je suis très fâché. Mais sur le fond, cet accord-là, on y reviendra. La façon dont ça s'est passé au dernier moment, les dernières 48 heures, où tout le monde a été écarté de la négociation et où on a appris à la télévision l'accord tel qu'il était conclu. Mais cet accord, si on vous a surpris? Parce que vous auriez voulu la nationalisation quand même. Je ne savais pas, non, attendez, j'étais en liaison permanente, en tout cas avec l'Élysée, je savais qu'il y avait les deux solutions possibles et qu'il y avait une possibilité d'un accord avec Mittal. C'est pas ce que j'aurais souhaité à l'époque. Mais il faut être sérieux, François Hollande n'est pas venu à Florange promettre l'expropriation de Mittal de tout le site de Florange. Alors, attendez, si je peux me permettre... un mot qui après, Nicole va nous dire un petit peu le groupe Mittal. Personne n'a demandé l'expropriation de Mittal. Et puis, dans le reportage, il est bien dit, c'est qu'il parle de protéger un site, enfin empêcher Mittal ou une grande firme de fermer un site, et un site rentable. Et que s'il y a un repreneur, il fait une loi pour qu'effectivement le repreneur puisse l'obtenir. Obliger la multinationale à céder. Alors effectivement, moi, je comprends la position de Jean-Marc Todeschini. Il dit, lui, s'est engagé à fermer les hauts fourneaux. Mais on peut reprendre les propos de François Hollande, hein. Il ne parle pas de hauts fourneaux, il parle du site. Et évidemment que pour nous, ça avait du sens de reprendre l'ensemble du site. Il ne vous viendrait pas à vous, l'idée, il n'y a personne, d'aller chez un garagiste et acheter une demi-voiture ou acheter une voiture sans moteur. Ce qui avait du sens. Vous dites quoi? Vous dites qu'on a un peu joué sur les mots alors? Mais bien sûr qu'on joue sur les mots. Parce que chacun essaie de sortir par le haut. Certes, je peux le comprendre politiquement, chacun est très ennuyé dans cette affaire-là. En tout cas, nous, l'intersyndicale, notre revendication depuis 19 mois, elle n'a pas changé d'iota, c'est le maintien du site intégré. Ce qui fait sens pour Florange. Et c'est la force le du site de dans Florange, sa globalité, avec le fonctionnement des hauts fourneaux qui ont été fermés. Nous sommes le seul site européen à être un site intégré. C'est-à-dire que nous avons tous les outils pour la production d'acier et la transformation d'acier jusqu'au produit fini. Alors, nous sommes le seul site européen avoir cet avantage. Elie Cohen, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, c'est quoi la marge de manœuvre du groupe Mittal, de l'Akshmi Mittal, quand il choisit de fermer ici à droite à gauche partout en Europe, hein? C'est quoi la situation de l'acier? Est-ce qu'effectivement on est dans une crise? Est-ce qu'effectivement l'endettement du groupe lui donne des marges de manœuvre ou est-ce qu'il n'en a pas trop et qu'il est un peu obligé de faire ça? C'est quoi le paysage? Il faut d'abord avoir le tableau économique d'ensemble dans la tête. Le premier élément, c'est qu'il y a globalement une perte de puissance de l'ensemble de l'économie européenne par rapport à l'économie mondiale. Il faut savoir qu'il y a, en 1980, la Chine ne représentait à peu près rien dans l'économie mondiale. Elle représente maintenant 13% de l'économie mondiale. Donc il y a un rebalancement du monde. Y compris pour l'acier produit. Mais bien entendu, bien entendu. Il y a un rebalancement du monde et les foyers émergents sont devenus maintenant des foyers économiques de pleine puissance. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il faut savoir que depuis 5 ans, la croissance économique de la France est de 0. 0. Et il faut savoir... 0,2, pas 0,2, non, 0. 0,0. Enfin, si vous voulez que le chiffre le plus exact, c'est nous sommes à 99% du niveau économique que nous avions atteint au 1er janvier 2008. Donc depuis 5 ans,
Nous sommes en stagnation économique intégrale. Et personne ne peut penser autour de cette table qu'un pays qui est en stagnation économique intégrale, ça n'a pas des effets quelque part sur les différentes activités. Si on vend moins de voitures, si on construit moins, il y a forcément besoin de moins d'acier. Troisième élément. Si on raisonne maintenant sur l'industrie française, la France est en stagnation depuis 10 ans. Bon. Donc voilà le tableau. Un bouleversement du monde. Attendez, un bouleversement du monde. Et dans ce bouleversement du monde, un affaissement de l'économie européenne. Et au sein de l'économie européenne, un affaissement encore plus important de l'industrie française. L'industrie française est celle qui a le plus reculé en Europe au cours des 10 dernières années. 12% de la valeur ajoutée. Bon, ça, c'est pour le paysage global. Ça, c'est le paysage général. Le groupe Mittal et la stratégie de Lakshmi-Mittal dont on dit que ce serait un manipulateur et un menteur. Allons-y. Maintenant, sur la sidérurgie, il y avait un grand groupe industriel à base européenne, développé par une entreprise française qui s'appelait Arcelor. Arcelor a été incapable, par ses propres moyens, de maintenir son autonomie économique. Et il y a eu une tentative d'OPA sur Arcelor que le gouvernement français a combattue. Et le gouvernement français est allé jusqu'à essayer d'inventer des repreneurs autres que M. Mittal, à l'époque. Et qu'est-ce qu'il a trouvé comme repreneur autre? Pas un seul Français, pas un seul Européen. Il a trouvé un Russe. C'était Severstal. Et le gouvernement français a soutenu Severstal pour essayer de monter une contre-offre par rapport à Mittal. Bon, ça s'est pas fait. Et ça s'est pas fait. Et c'est Mittal qui l'a gagné. Et il l'a emporté. Il gère ce groupe. Comment est-ce qu'il gère ce groupe? Comme un financier, comme un industriel? Alors, attendez, c'est bien entendu un industriel. La meilleure preuve que c'est un industriel, bah, écoutez, je vais défendre mon point de vue et vous défendrez le vôtre. C'est bien entendu un industriel. La meilleure preuve, c'est que pourquoi il l'a emporté et pourquoi il est devenu le premier sidérurgiste mondial? Parce qu'il a compris, à la différence des messieurs Dolé, Francis Maire et compagnie, qu'un groupe sidérurgique aujourd'hui... Maire, il était ArcelorMittal. Bien entendu. Qu'un groupe sidérurgique aujourd'hui devait contrôler l'amont de la filière s'il voulait contrôler la zone où se créait la valeur, dans un monde où le coût des matières premières avait considérablement augmenté. Et donc, avant tout le monde, il s'était développé à la fois vers l'amont et il s'était développé dans les pays émergents. Et c'est fort de cette double position qu'il s'est dit, il y a Arcelor des technologies et des compétences qui vont me servir pour asseoir mon hégémonie mondiale. Bon. Et c'est ce qu'il a fait. Et il n'a pas volé, comme j'ai entendu dans le reportage qui a été fait. Le savoir-faire. Il a acheté sur le marché quelque chose qu'aucun autre Européen ne voulait acheter et qu'aucun autre Français ne voulait acheter. Et la meilleure preuve de ce que je dis, c'est qu'avant même que M. Mittal ne prenne le contrôle d'Arcelor, Arcelor s'était défaussé d'un certain nombre d'actifs sidérurgiques parce qu'il estimait que les aciers banals, ce n'était pas de la compétence d'un groupe. Tout ça, c'est l'histoire. Mais attendez, oui, c'est important. Non, mais c'est important, c'est pour ça qu'on le resitue. Mais est-ce que ça veut dire, Édouard Martin, que vous seriez un petit peu autiste, vous ne verriez pas la réalité d'un marché qui oblige un industriel, quelquefois, à se défaire de certaines unités de production? Nous ne sommes pas autistes. Alors, effectivement, M. Cohen fait référence à Francis Maire, qui s'est, lui, désengagé des aciers qu'il considérait du tout venant, dans lequel il ne gagnerait jamais d'argent. Par exemple, les poutrelles et les pales-planches, qui font aujourd'hui le bonheur des luxembourgeois. Donc, vous voyez que les grands stratèges, comme vous, Francis Maire, qui pensaient qu'ils ne gagneraient jamais d'argent, aujourd'hui, heureusement que les luxembourgeois ont les pales-planches et les poutrelles. Parce que toutes les tours, vous savez, les grands gratte-ciel qui se construisent à travers le monde, c'est les poutrelles luxembourgeoises. Donc, bravo, M. Francis Maire, vous nous avez dépouillé d'une belle invention. Bref, ceci étant dit... Mais Mittal l'a acheté, ce qui prouve que c'était un industriel. Non, mais dans votre esprit, lorsque vous parlez industriel, c'est aujourd'hui, on va prendre les choses cas par cas. Quand vous parlez d'industriel, on va regarder aujourd'hui ce qui a été négocié entre Mittal et le gouvernement, puisqu'aujourd'hui, le principal... Moi, je vais essayer de rester sur Florange. Le principal reproche qui est fait à Florange, c'est de dire aujourd'hui, vous êtes un site continental, vous n'êtes pas compétitif parce que le coût de transport matières premières vous pénalise. Ce qui est vrai. Alors site continental, il faut expliquer, c'est donc loin des terres, loin de la côte, et que les matières premières dont on a besoin, le minerai, le charbon, ils viennent en bateau. On les recharge sur Péniche, qui viennent jusqu'à Florange, etc. Je rappelle quand même que l'ensemble, ou la grosse majorité de la sidérurgie allemande est continentale. La majorité en Autriche, Voestalpine, qui viennent d'investir 3 milliards d'euros pour moderniser l'outil de travail, et continental, que je sache, il n'y a pas la mer en Autriche. Et après, la logique industrielle, parce que vous parlez d'industriel, il fait venir le charbon de Rotterdam jusqu'à Florange.
À Florange, on transforme le charbon en coke. Le coke repart à Dunkerque. On fait de l'acier. L'acier revient à Florange. On transforme l'acier à Florange et il repart à Bassindre. Elle est où la logique industrielle ? Ça, c'est le résultat des accords que vous dénoncez. C'est le résultat des accords. Et puis derrière, puisque les hauts fourneaux sont fermés. L'Europe, dans un marché normal, une croissance normale, consomme entre 180 et 200 millions de tonnes d'acier. Aujourd'hui, les capacités européennes stagnent à 143 millions de tonnes d'acier. C'est-à-dire que demain, et on espère tous, il y aura une reprise, l'Europe va être dépendante de l'acier, que nous serons obligés d'aller acheter chez Mittal, au Brésil, en Chine et en Inde. Martin, que vous contestez effectivement l'analyse financière qui peut être faite, etc. Je vais vous donner la parole, mais déjà un mot quand même sur, et notamment l'idée qui était en cours à un moment donné, portée par Montebourg, qui était de dire, bon, on va privatiser pendant un temps, on va nationaliser pendant un temps, on va porter cette entreprise le temps de retrouver un repreneur et pour empêcher effectivement que Mittal ne ferme une partie du site. Est-ce que ça, c'était une bonne idée ou pas ? Vous étiez pour ? Moi, j'étais pour. Le repreneur existait. Il existe toujours. Je suis pas sûr que oui. Écoutez, crédible. Je pense que oui. En tout cas, moi, j'ai pas été jusqu'au bout des conversations mais des informations que j'avais, le repreneur était crédible. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui il soit encore sur l'affaire. Mais l'avenir nous dira. Toujours est-il que le choix n'a pas été fait, mais c'était aussi un moyen de pression, c'est clair. Et c'était la peur des syndicats que ça soit un moyen de pression simplement pour faire mettre Mittal autour de la table. En tout cas, ça a fonctionné, puisqu'il s'est quand même mis autour de la table. Alors je suis un peu coincé dans la mesure où je suis là, le VRP de l'accord. D'une décision, vous ne partagez pas forcément. Alors qu'on a été... C'est compliqué. Non, parce qu'on a été, je le dis, mais Édouard le sait, on a été écarté totalement à la fin et on n'a pas été traité convenablement sur le dossier. Mais l'accord là, il aurait été présenté il y a un an en arrière. Vous l'auriez accepté. Je pense que beaucoup l'auraient accepté, parce que l'accord prévoit que sur tous les sites, en France, en tout cas, on a des sites qui sont pérennisés. Le site de Florange est pérennisé. Il est pérennisé. Alors, on peut être pour, on peut être contre, mais il n'y a pas de plan social. Alors, on me dit, les gens vont partir en retraite. Oui, on le savait avant. Mais s'il n'y avait pas eu cet accord, le 1er décembre, il y avait un plan social. Moi, je suis extrêmement réservé sur la solution qui était proposée à l'époque par Montebourg. Nationalisation. Parce que, ou bien il y a un repreneur, et à ce moment-là, il appartient à l'État de créer les conditions qui facilite cette reprise. Pourquoi cette reprise n'a-t-elle pas été concrétisée ? Cette idée de nationalisation est sympathique en soi, mais c'est quelquefois se méprendre sur les capacités de l'État. D'abord, financièrement, je ne suis pas sûr qu'on en ait vraiment les moyens. Ça coûtait rien. Eh bien, alors si ça coûte rien, pourquoi l'opération c'est une bonne question. Ne s'est-elle pas dénouée ? Pourquoi faut-il faire référence à la nationalisation qui fait naître tous les fantasmes, toutes les espérances et finalement toutes les déceptions ? J'ai l'impression qu'on joue avec l'opinion quand on est là-dessus. Quand on propose ce genre de solution, vous dites c'est je pense que un miroir aux alouettes. En la circonstance, on avive les passions, on fait naître beaucoup d'illusions et encore une fois, je pense que l'hypermédiatisation d'un certain nombre de dossiers change complètement la nature des négociations. Le mot nationalisation faisait peur, notamment j'ai négocié moi avec le président du Conseil général UDI de Moselle. Il a fallu faire des contorsions totales pour éviter le mot nationalisation. Il est clair, je suis contre la nationalisation d'un site, mais c'était tout simplement une prise de contrôle temporaire pour permettre de recéder. Il n'était pas question de nationaliser comme en 1981. Ça n'existait plus. Ce que je disais, une sorte de portage pour trouver un repreneur. Non, le repreneur existait. C'était une façon d'exproprier Mittal. Ça n'a pas fonctionné. Ça a permis, en tout cas, de négocier un accord. Elie Cohen, c'était réaliste, ça ? Non, je ne crois pas du tout, et je m'étonne d'ailleurs de voir cette espèce de consensus politique assez large sur l'idée de la nationalisation. Pourquoi ce n'était pas envisageable ? À mon avis, pour plusieurs raisons. La première raison, ça a été dit, et par M. Martin lui-même, le débat s'est déplacé progressivement de la question des hauts fourneaux à la question de l'ensemble du site. Autant on peut imaginer que le gouvernement intervienne parce que M. Mittal veut abandonner les hauts fourneaux et au lieu de les fermer, il peut trouver un dispositif pour le contraindre à le céder. Et ça, c'est tout à fait imaginable et tout à fait... Si ce n'est que, sauf erreur de ma part, de repreneurs uniquement des hauts fourneaux, il n'y en avait pas. Voilà. Le repreneur, il voulait reprendre l'ensemble du site. Intégré, comme on dit. Mais par contre, il n'est pas dans les prérogatives de l'État, dans le cadre actuel, d'exproprier un industriel qui entend conserver un site. Et il n'y a pas de circonstances nationales exceptionnelles de guerre ou qui justifierait l'expropriation d'un industriel privé voulant continuer à
exercer son métier dans la partie froide de la filière et qui, en plus, a un champ, a en plus un schéma de production sur l'ensemble de ses actifs nationaux où il optimise ses différents actifs en fermant des outils surcapacitaires. Même s'il se comporte éventuellement avec davantage de préoccupations financières que industrielles. Attendez, l'État, nous sommes quand même dans une économie de marché qui est à la fois intégrée en Europe et qui a signé des accords commerciaux et des accords qui protègent l'investissement. De quel droit l'État va-t-il venir exproprier un industriel, exproprier ses marchés, exproprier ses technologies, exproprier ses brevets? Parce que si vous ne faites pas ça, le site ne peut pas fonctionner. Moi, je suis frappé de la légèreté des différents hommes politiques qui sont venus dire « ben oui, on peut nationaliser provisoirement ». On s'est gargarisé, à vous entendre. C'était d'une légèreté incroyable. Et en plus, on s'est mis à citer le cas américain. Alors là, ça devenait grand guignolesque. Le cas américain, c'est Obama qui c'est absolument grand guignolesque parce que Obama, ce qu'il fait, c'est qu'il sauver. Exactement, pour sauver l'industrie automobile, il contraint les syndicats et les salariés à céder sur leurs actifs sociaux fondamentaux. Il oblige l'entreprise à faire une restructuration drastique qui va passer par la fermeture de 19 sites, la suppression de plusieurs marques, le licenciement de dizaines de milliers de salariés. Quel rapport y a-t-il entre ce qui se passait aux États-Unis et en France? On a eu un débat en France d'une légèreté et d'une superficialité invraisemblable. On voit que ça vous a énervé. Alors, vous auriez été prêt à faire des sacrifices comme ça, comme les Américains, par exemple? C'est M. Cohen qui va m'énerver. Salariés, vous auriez été prêt? Mais parce que non, mais il faut quand même remettre les choses en perspective. M. Cohen, il n'est pas qu'économiste. Effectivement, il défend le système parce qu'il fait partie du système. Attendez, non, on est là en débat. Si vous voulez faire des attaques personnelles... Non, c'est pas des attaques personnelles, mais parce que non, vous ne parlez pas uniquement en votre nom. Je parle en économiste, oui. Vous défendez le système libéral, ultralibéral, où effectivement un patron a le droit de vie ou de mort sur une région. On parle d'une économie qui est l'économie française, qui est, que je le sache, une économie intégrée en Europe, qui respecte un certain nombre de règles du jeu. Je vais dire une chose simplement, M. Cohen, et simplement, si vous estimez que M. Mittal a tous les droits de fermer ou de pas fermer une usine, etc., c'est votre droit de le penser, on a le droit de le penser le contraire. Ah, tout à fait. Nous, et voilà, et c'est pas moins respectable que votre position. Mais bien entendu, vous avez le droit de vous battre. Ce que je veux dire simplement, parce que le mot nationalisation, effectivement, je suis d'accord avec Jean-Marc Todeschini, c'est devenu un gros mot en France. Les ultra-libéraux, les libéraux de tout bord, oh là, qu'est-ce que c'est ça? Là, en l'occurrence, c'est devenu un fantasme pendant un moment. Monsieur Lakshmi Mittal, dans un article du Figaro, dit même, mais attendez, la nationalisation, c'est quoi? Ça, les propos de certains, on est revenu dans les années 70. Vous connaissez le système de gestion de Mittal? C'est le capitalisme féodal. C'est-à-dire c'est une famille qui décide de tout pour tout et pour tout le monde. Et donc l'idée de Florange, c'était simplement, à un moment donné, il faut savoir, est-ce que l'industrie, et l'industrie sidérurgique, est-ce qu'elle est stratégique pour la France, oui ou non? C'est la question d'ailleurs qu'on avait posée à François Hollande lorsqu'il était venu nous voir. C'est la même question que nous avons posée à tous les candidats. C'est votre réponse, Elie Cohen, sur le côté stratégique des choses, en disant il y a péril stratégique, Cohen, ça prend mérite l'exemple des General Motors. Prenons l'exemple allemand. Monsieur Francis Maire, auquel faisait référence M. Cohen, avec M. Guy Dolé, vous savez, si on veut réussir dans l'industrie, on écoute Dolé, on fait tout le contraire de ce qu'il préconise. Parce que les gamelles, ils ne connaissent que ça. Les gens ne connaissent pas forcément Dolé, etc. Voilà. Simplement, en Allemagne, beaucoup de Land sont actionnaires de la sidérurgie. Le Land de Sarstahl, qui appartient au groupe Usinor, Guy Dolé voulait fermer le site de Sarstahl. Les Allemands ont dit, attendez, hop, cette usine-là, elle est tombée sous le coup de la loi des faillites en Allemagne. Elle a échappé à l'actionnaire majoritaire qui était Usinor. Aujourd'hui, Sarstahl fonctionne et fonctionne plutôt bien. Salzgitter, le Land de Saxe, est actionnaire à 30%. Monsieur Mittal, en Allemagne, a voulu augmenter son capital dans une usine. Il n'a jamais réussi à obtenir la majorité qui lui aurait permis de faire ce qu'il voulait. C'est une façon de protéger leur industrie. Un mot de Jean Arthuis, un mot de moi, ça ne m'aurait pas gêné du tout que la Lorraine se porte acquéreur du groupe Arcelor. Si la Lorraine avait voulu prendre le contrôle d'Arcelor, ça ne m'aurait absolument pas posé problème. Mais c'est le groupe ou rien, vous dites. Absolument. Mais c'était transitoire, monsieur Cohen. Mais ce qui se passe, c'est que le groupe Arcelor, quand il a été à vendre, à cause de la gestion que vous décrivez, qui est de la gestion de monsieur Maire et Dolé, je vous dis, aucun investisseur français ne s'est présenté. En combien de langues voulez-vous que je vous dise ça? Aucun investisseur français ne s'est présenté. Non. Après Mittal est venu et il a mis son argent. Et en plus, il s'est fortement endetté pour faire cette opération. Le groupe s'est endetté. Il se paye sur la bête, monsieur Cohen. C'est nous qui remboursons la dette, c'est pas lui. Il s'est endetté et je vous signale que
personne n'empêchait et la région Lorraine et des industriels français ou des industriels espagnols ou luxembourgeois de faire un montage. Moi, j'ai défendu une solution européenne, je vous signale. Et je me suis battu publiquement pour qu'Arcelor reste un groupe européen. Mais qu'est-ce qui se passe quand il y a... Mais qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas d'investisseurs européens? Est-ce que pour autant les nations doivent laisser faire M. Mittal? Parce que ça veut dire que dans ce cas-là, les intérêts d'une multinationale l'ont emporté sur les intérêts d'un pays. Dans ce cas-là, je pose la question aux élus, à quoi servez-vous? À quoi servez-vous? S'il y a un péril national, moi je conçois très bien qu'on nationalise les actifs français. D'un groupe. Et Florange est un actif français. Non, pas Florange. L'ensemble, la totalité. On est d'accord. Non, mais bien entendu. On est d'accord. Parce qu'il y a une cohérence industrielle. Florange, mais non, parce qu'il y a une cohérence industrielle et vous n'avez pas le droit, quand vous êtes l'État, de décider d'exproprier un industriel une partie de son activité. Alors, Florange n'a aucune cohérence industrielle avec le reste du groupe en France. C'est faux. Martin, on va essayer d'avancer. Un mot de Jean Arthuis et puis on va revoir un petit extrait du documentaire justement sur la façon dont tout ça a été annoncé. Non, je crois qu'en effet, l'État n'a pas les moyens de préempter une fraction d'une unité de production dans un groupe pour dire qu'on va le transmettre à un autre investisseur. Il n'y a pas de cohérence entre les sites Imaginez-vous, français. avez-vous conscience de l'importance des comment investissements internationaux qui permettent de maintenir en France un minimum d'activité? Imaginez que l'État français se comporte de cette façon en disant, ben voilà, on va, au nom de l'intérêt général, évacuer tel investisseur pour transmettre son actif à un autre. La France apparaîtrait aux yeux du monde, aux yeux de la communauté mondiale entrepreneuriale, comme un pays complètement à part. Un pays bolchevique. Mais non, mais bolchevique. Donc on laisse fermer. On laisse fermer. Et puis vous, après les élus, vous allez nous reprocher, nous, futurs chômeurs, qu'on profite du système. C'est ça que vous voulez faire? Non, je ne vais pas vous dire ça, monsieur. Si, parce que c'est trop caricatural ce que vous dites là. Mais attendez. Comment expliquez-vous que la France aujourd'hui... Le précédent gouvernement nous a accusés, nous, les chômeurs, de profiter du système et qu'il fallait arrêter le système de l'assistanat. Nous, on ne veut pas désassister. Mais naturellement. On veut pas monsieur, d'abord, est-ce qu'on peut cesser de dire que ce qui fait la croissance, c'est la consommation? On a fini... On va partir dans autre chose. Attends. Non. Ce que je veux vous dire, c'est que l'industrie française, la valeur ajoutée de l'industrie, par rapport à la valeur ajoutée globale nationale, c'est 12%. Les deux seuls pays qui viennent après nous dans la zone euro, c'est Chypre et le Luxembourg. Alors que l'Allemagne est à 26%. Comment se fait-il qu'on soit allé si loin? Dans tout ça, et l'époque où on vantait le monde sans usine, tout bien souvent a été bloqué et qu'on soit allé à la liquidation. Attendez. Édouard Martin, on regarde un extrait du documentaire cette fois. On va écouter un petit peu la façon dont vous avez reçu l'annonce de cet accord à Matignon entre Jean-Marc Ayrault et Lakshmi Mittal. Et on va se demander un petit peu ce qu'on peut faire maintenant. On vient d'apprendre que l'annonce d'un accord avec Lakshmi Mittal est imminente. Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, devrait prendre la parole d'ici quelques minutes. Ça aurait été une bonne nouvelle, soit c'était Montebourg qui annonçait la bonne nouvelle ou Hollande. Mais là, comme c'est Ayrault, c'est mort. La nationalisation temporaire est écartée. À présent, on attend évidemment la prise de parole de Jean-Marc Ayrault. Il va dire voilà, on a trouvé un compromis. Il n'y aura pas de licenciement. Les gens vont être reclassés. Il va peut-être investir un peu dans le froid. Ils ont revu leur copie. Tout le monde est monté au créneau. Le MEDEF, toute la bande. C'est quoi la nationalisation? Ça se fait pas, machin. Et voilà. Ils se sont chiés dessus. Voilà, on est mort. Et au fourni, il ne redémarrera jamais. Et encore une fois, le financier l'a gagné. Encore une fois, l'histoire, c'est toujours pareil. Toujours pareil. Les gros sous, les gros sous, les gros sous. Et les bonhommes, on n'en a rien à branler. Voilà, pour la déception ce soir-là, de vos amis et de vous-même. Édouard Martin, on se dit en même temps, il n'y a pas de plan social, il y a quand même des entreprises qui aimeraient bien avoir ça, il n'y a pas de licenciement. Je peux m'expliquer là-dessus? Là, on est encore une fois dans la communication. Et vous savez quoi? Ça me rappelle étrangement... Il n'y a pas de plan social. Non mais attendez, je vais vous expliquer. Ça me rappelle étrangement le discours de Nicolas Sarkozy en 2008 sur Gandrange. Il n'y a pas de licenciement, les 575 salariés de Gandrange seront tous reclassés. Là, Ayrault dit la même chose. Il n'y a pas de licenciement, 629 salariés, on va les reclasser. Et on fait quoi des 130 salariés de Géport? On fait quoi des 600? Géport, c'est une filiale de logistique, transport logistique, qui transportait la fonte et l'acier depuis les Hauts-Fourneaux et la Syrie, qui eux sont au chômage. Vous dites ce sont les sous-traitants qui l'ont morflé? Et les sous-traitants, c'est-à-dire que les plus fragiles d'entre nous, rien n'est prévu pour eux.
On en est dans la com, parce que la fermeture des hauts-fourneaux, c'est pas 629 pertes d'emplois, c'est plus de 1500. Donc arrêtons de jouer la communication, s'il vous plaît. Alors, comment on défend cet accord, Jean-Marc Todeschini? Je l'ai dit tout à l'heure, si cet accord-là avait été proposé, il aurait été accepté parce que c'était en même temps la sauvegarde de la filière froide, y compris à Florange, et la pérennisation des autres sites en France. Je me rappelle d'un moment où on avait même des craintes que Mittal, et il devait l'envisager, d'arrêter à Fos-sur-Mer. Je pense qu'à l'époque... C'est pas fini. Peut-être, Édouard, mais dans cet accord, il va falloir se tourner vers l'avenir. Édouard Martin parlait de Geport, la filiale. Je pense que dans l'accord, il y a eu un paragraphe sur Geport. Restent les sous-traitants. Les sous-traitants, eux, sont déjà morts depuis 18 mois. J'en connais sous le secteur. Il y a des entreprises qui ont dû dégraisser, puisqu'elles n'avaient plus de travail sur la filière chaude. Qu'est-ce qu'on fait alors? Cela n'existe plus déjà. Non, mais pour demain. Alors, si vous voulez qu'on entame le débat pour demain, effectivement, il faut atterrir sur cet accord et bien vérifier qu'il sera appliqué, parce qu'après on peut remettre en cause la parole de Mittal. En tout cas, on est servi, on sait ce que vaut la parole de Mittal. Ce qui se passe ailleurs en Europe, on laisserait penser quelquefois il ne tient pas sa parole. Alors, ce qui se passe... Non, mais même ce qui s'est passé en France. Édouard Martin évoquait Gandrange. Et Édouard Martin évoquait Gandrange. Moi, je suis président de l'intercommunalité dans la commune de Gandrange, je fais partie. Donc je sais ce que valent les promesses de Mittal. Mais là, il y a un accord signé. C'est donc maintenant le gouvernement, c'est le Premier ministre qui a signé. C'est le président de la République qui, je pense, sous l'émotion d'Édouard Martin, on l'a vu tout à l'heure, est intervenu. C'est moi qui le déduis, mais 2-3 jours après pour dire qu'il se portait garant d'Ulcos. Et donc, on a là maintenant à faire pression sur Mittal, et y compris sur Ulcos, c'est le projet européen de récupération. Oui, mais il y va de l'installation du CO2 démonstrateur industriel, et ça doit être à Florange. Ça ne doit pas être ailleurs, parce que je pense qu'Orsoni, et en tout cas les cadres supérieurs de Mittal France, préféreraient le voir à Dunkerque. Jean Arthuis, Élie Cohen, qu'est-ce qu'on fait demain? Est-ce qu'effectivement, comme le dit Édouard Martin, il faut continuer à se battre pour essayer d'obtenir à nouveau et quand même une nationalisation? De Florange, que c'est la réalité économique de Florange. C'est ce que vous réclamez encore aujourd'hui, en partant du principe que les accords sont déjà... Et puis les chiffres sont tronqués. Que les accords ne sont déjà pas respectés, puisqu'Ulcos, il a l'air de ne pas être tout à fait engagé, M. Mittal, vis-à-vis de ce projet-là. Qu'est-ce que vous dites? Des engagements ont été pris. Il appartient au pouvoir public de veiller à ce qu'ils soient respectés, à créer les conditions les plus favorables. Je crois qu'il faut aussi que la France prenne conscience des réformes structurelles qu'elle a à décider et mettre en œuvre le plus rapidement possible pour retrouver les conditions optimales de la compétitivité qui, malheureusement, s'est beaucoup altérée. Pour vous, la messe est dite sur Florange? Je pense que pour Florange, il y a des accords qui ont été pris. Il faut veiller au respect de ces accords. Jusqu'à preuve du contraire, Mittal a en charge la conduite des opérations. Il a pris des engagements. Les pouvoirs publics sont là pour exercer sur lui la pression nécessaire. Et quand vous parlez de Florange, c'est la filière chaude. Il reste encore 2000 emplois dans la sidérurgie à Florange. Dans la filière froide. Oui, mais on est d'accord. On a l'impression que Florange... Et les 625 ou 28 emplois concernés par la filière chaude sont a priori recasés. Élie Cohen. Moi, je dirais qu'il faut prendre les problèmes dans l'ordre. Premier problème, à combien évalue-t-on les besoins du pays en matière de produits sidérurgiques dans les années à venir? La question qui se pose est la suivante. Il y a eu une diminution de la consommation sur les 5 dernières années. Quelle est la part de la diminution de cette consommation qui est une part pérenne et quelle est la part qui est conjoncturelle? Sur cette base-là, qui pourrait revenir. Sur cette base-là, il faut regarder ce qu'est l'outil de production et il faut voir quel est l'outil de production qui est saturé et quel est l'outil de production qui est durablement surcapacitaire. Il n'est pas dans le pouvoir de l'État de maintenir une activité dès lors qu'elle n'a plus de débouchés. Et donc, si la conclusion de cet exercice, c'est que durablement, ce qui a été perdu en consommation de produits sidérurgiques a un impact sur la taille et le dimensionnement de l'outil de production, il faudra bien tirer cette conclusion. Je vous signale que, comme ça a été dit tout à l'heure, le plan auquel est arrivé le gouvernement est un plan exceptionnel par rapport à ce qui se passe tous les jours en France. Vous savez que le chômage, depuis 18 mois, augmente en moyenne de 15 000 par mois. Vous dites, on s'en sort bien à Florange. De 15 000 par mois. Merci bientôt. Non, attendez. Et la politique qu'a adoptée le gouvernement, qui consistait à dire pas de plan social, pas de licenciement, développement de la filière froide. Les sous-traitants, M. Cohen, attendez, ne les oublions pas. Mais je ne les oublie pas. Mais ils sont licenciés. Mais vous savez, est-ce que vous savez, monsieur, qu'il y a 60 000 entreprises qui disparaissent chaque année en France? D'accord.
Mais 60 on peut 000. revenir justement sur l'entreprise de Florange, s'il vous plaît, Bon. pour... Non, mais attendez, quand même. Donc, soyons un peu plus réalistes. Donc la politique du gouvernement en la matière, je trouve, a été une politique exemplaire. Un mot, mais rapidement, d'Édouard Martin et puis Jean-Marc Attendez, Todeschini. si être réaliste, Un mot. c'est dire bravo, M. Mittal, vous avez raison, vous avez pris le... Alors, on est irréaliste et je l'assume complètement. Je ne parle pas de M. Mittal, là, je suis en train de parler. Est-ce qu'il de ne faut la pas politique du gouvernement. savoir... Non, mais est-ce qu'il ne faut pas savoir finir un conflit? Ça, oui, un Florange, peu. qui fait partie d'une entité, c'est 1,5 milliard de chiffre d'affaires. C'est aujourd'hui, lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de commande à Florange, c'est faux. Nous avons tous les mois Je entre... parle des hauts fourneaux, je parle de la saturation des hauts fourneaux. Non, mais je comprends Je sais bien. très bien que la filière froide a des Non, mais débouchés. attendez, Je monsieur sais très Cohen, bien s'il vous l'excellence des produits. Je vous Florange- dis, est-ce qu'on arrive à saturer les hauts fourneaux français aujourd'hui? La réponse est non. Est-ce qu'il y a trop de hauts fourneaux? La réponse est oui. Est-ce qu'il faut enfermer? La réponse est oui. D'accord. Mais ça fait longtemps que j'ai compris que vous êtes d'accord pour la fermeture de fourneaux. Et je vous dis simplement une chose. Là, sur C'est pas Florange... que je sois d'accord. C'est la Oui, oui, que vous traduction de validez. la réduction de Mais, capacité. attendez, vous savez quoi, le capitalisme en général, les grands capitaines d'industrie nous disent nous sommes les patrons, nous prenons les risques, donc laissez-nous faire. Eh bien aujourd'hui, le grand capitalisme, le risque, ils veulent le diluer, ils veulent que ce soit nous qui prenions les risques. Eh bien nous, on dit à M. Mittal, chiche, laissez M. Bernard Serin reprendre l'outil parce qu'il s'agit de lui, et c'est nous qui allons prendre les risques avec lui. La trouille qu'il a, M. Mittal, c'est qu'on lui démontre que c'est faisable, qu'on peut gagner de l'argent, qu'on peut produire de l'acier de qualité. Mais reprenez les hauts fourneaux, ils vous les donnent pour les Français. Non, non, tout, nous on prend tout. On va pas, vous n'allez pas acheter une demi-voiture, monsieur Cohen. Alors, vous n'allez pas acheter une Jean-Marc demi-voiture. Todeschini, c'est qui ce monsieur Florin? Je ne citerai jamais le nom du repreneur, personnellement. Non, mais C'est les repreneurs. Alors, vous serez intéressé par la reprise de l'ensemble? moi, je ou connais uniquement M. des Serin étant responsable du FCMS, c'est tout. 70% de notre c'est un capacité de industriel production. C'est un industriel qui exploite en Belgique. Mais moi, je voudrais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure quand je parlais d'Ulcos. Ulcos, vous disiez, M. Duquesne, que c'était déjà... Non, Ulcos se fera. Le problème, c'est est-ce que ça se fera à Florange. Donc là, on a besoin de garanties. Moi, je demande au président de la République de nous donner des garanties, puisqu'il s'est engagé maintenant. Alors, Ulcos, c'est quoi? Et il y a un comité de suivi pour suivre en principe ces accords-là, ça vous suffit? Il faut bien comprendre, Ulcos, c'est 20 à 40% de gain de compétitivité. Donc ça se fera, y compris si la tonne de CO2 ne vaut plus rien au niveau européen. Donc on est là sur quelque chose qui est intéressant pour les sidérurgistes. Si ça marche, et si on a le démonstrateur industriel à Florange, ça sera parfait en Faisons Europe. confiance à l'accord. Non, moi je demande en plus que l'engagement de François Hollande soit respecté et que lui obtienne une précision claire, que ça soit bien installé à Florange. Un mot, Jean-Baptiste, et je pense que là, on pourra rediscuter, y compris avec Édouard Martin. Un mot rapidement, parce qu'on arrive au terme. Eh bien, que l'on fasse respecter les engagements qui ont été pris. Je pense que le gouvernement a les moyens de faire pression sur M. Mittal, mais M. Mittal emploie quand même combien de personnes en France? 20 000. À peu près 20 000. Et sur le site de Florange, M. Todeschini vient de le rappeler, il y a quand même 2000 collaborateurs qui sont maintenus. Plus ce centre de recherche à Béziers-les-Metz. Le centre de recherche. C'est les mêmes promesses qu'il avait faites à Liège, M. Donc, non, c'était pas signé. Nous vivons des restructurations et Eli Cohen a raison de rappeler qu'il y a des marchés et qu'il est vain de maintenir des activités, un potentiel de production si manifestement on est en saturation. Donc je crois qu'il faut que chacun fasse preuve de raison dans ses affaires. Le nombre de chômeurs est quand même très préoccupant. Et ceux d'entre eux qui sont passés par la case plan social sont pas si nombreux. C'est moins de 5%. Chaque jour, nombre d'emplois se détruisent. Nombre de jeunes n'arrivent pas à monter dans le bateau. L'urgence, Monsieur Martin, c'est que nous puissions ensemble imaginer des réformes structurelles qui rétablissent la compétitivité. Non, mais là, je vois qu'il y a un consensus pour de valider France, les décisions de Mittal. C'est pas avec ça qu'on va nous sauver. Et justement, vous avez raison, il y a trop de chômeurs, on veut pas en être. C'est pour ça qu'on se bat pour sauver Monsieur Martin, on va vous laisser le dernier mot. Puisque vous avez l'impression d'être face à une coalition qui contre vous. Il y a un vrai consensus. Non, mais dites-nous, moi personnellement, parce que vous sortez d'un conflit, enfin, qui n'est pas tout à fait terminé à vos yeux, mais de 19 mois, qui vous occupe tous les jours, qui vous empêche de vous occuper de votre petit-fils, etc. C'est comment l'avenir pour M. Édouard Martin après? C'est faire de la politique? Mon avenir à moi importe peu parce que je ne suis pas tout seul et j'ai plein de copains et on est plus de non, mais sincèrement, de 800 vous voudriez être sénateur, vous voudriez être député, je voudrais simplement souligner ce qui est Florange. Florange, contrairement à ce que certains peuvent penser et croire, Florange, pour vous donner une image, c'est l'Airbus de l'acier. Aujourd'hui, je ne sais pas dans quel véhicule vous roulez, vous, mais les grandes limousines allemandes, les grosses voitures allemandes, le groupe Volkswagen, le groupe Benz, Audi et compagnie, c'est Florange notamment. C'est Florange qui ravitaille. Et donc nous, c'est simplement, est-ce que oui ou non, on veut encore une industrie de pointe en France? Non, c'est pas que la filière froide. Mais non, attendez, je vais vous dire une chose. Pour le moment, attendez, l'usine, je la connais moi, s'il vous plaît, vous allez me
laisser parler de mon usine. Je vous dis simplement qu'aujourd'hui, on vient de perdre un gros client qui s'appelle Goebbels, qui fait de l'acier pour emballage parce qu'on reçoit de l'acier de mauvaise qualité depuis Dunkerque. Vous savez, l'avantage d'une entreprise, c'est aussi d'avoir des lieux de proximité, de production, de R&D. C'est ce que nous avons à Florange. Aujourd'hui, on nous fait venir de l'acier de 400 km et on n'a aucun pouvoir de jouer sur les paramètres techniques. On a perdu un client qui nous commande 60 000 tonnes chaque année. Voilà les conséquences des choix de Mittal. Merci Edouard Martin. On n'a pas fini, on n'a pas fait le tour, mais enfin, il y a quelques clés quand même qui sont, j'espère, passées. Merci à vous de nous avoir un petit peu éclairé sur les données de ce dossier Florange, qui n'est donc, si je vous ai bien compris, et avoir la fièvre et la foi que vous mettez à en parler, qui n'est bien sûr pas terminée. Merci à tous, merci à Aurélie Dafas qui a préparé ce débat. Je vous rappelle notre adresse mail et je vous dis que la semaine prochaine, vous retrouverez Dominique Souchet qui vous parlera des paris sportifs. Voilà, c'est dans une semaine. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine sur Public Sénat.